C'est parti pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va faire un bond dans le temps. On s'embarque pour un voyage de 140 ans en arrière, pour retracer une histoire franchement fascinante. Le but, c'est de comprendre comment l'école sénégalaise, qui était au départ un pur outil d'assimilation coloniale, s'est transformée en une institution nationale moderne. Mais attention, une institution qui se bat aujourd'hui contre des crises structurelles vraiment profondes. C'est un mélange complexe d'idéologie, de politique et d'économie. Alors on plonge là-dedans sans plus attendre. Au menu de notre exploration aujourd'hui, on commence par décortiquer la stratégie coloniale, puis on fera un arrêt sur la célèbre école William-Ponty. Ensuite, on verra ce qu'il reste de tout ça à l'indépendance, avant d'aborder la grande réforme de 1971. On parlera aussi des États généraux et on finira sur les raisons de cette fameuse crise persistante. Allez, première étape, la stratégie coloniale. On doit d'abord se poser une question toute bête. À quoi servait l'école qu'on a imposée dès 1817 ? D'après les travaux du sociologue Papa Ibrahima Seck, la stratégie française reposait sur 3 piliers en béton. D'abord, la centralisation administrative et l'assimilation. En gros, un copier-coller de la façon dont la France s'est construite. Mais le troisième pilier, c'est sûrement le plus important, l'utilitarisme. L'enseignement à l'époque, c'était pas fait pour émanciper les gens, mais vraiment pour faire tourner le système économique colonial. Et pour bien saisir l'état d'esprit, écoutez cette citation de 1917 de Maurice Delafosse. Il dit, je cite, « Il nous faut des intermédiaires pour faire comprendre aux gens du pays et pour leur faire adopter cette civilisation étrangère. » Ça pose le décor, non ? L'idée, ce n'était absolument pas d'éduquer les masses. Le but, c'était juste de former une poignée de personnes, ancrées localement, mais avec une culture européenne, pour faciliter l'administration. C'était assumé, calculé et pensé sur le très long terme. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième partie, l'école William-Ponty. Pour voir comment ça se passait concrètement de l'intérieur, regardons un peu cette institution. Elle a carrément eu plusieurs vies. Créée d'abord à Saint-Louis en 1903, elle attire tellement d'élèves de toute l'Afrique de l'Ouest qu'elle manque vite de place. Du coup, hop, transfert sur l'île de Gorée en 1913. Puis un nouveau déménagement en 1937 à Sébikotane pour avoir encore plus d'espace. Et à chaque étape, l'école gagne en prestige, avec un concours d'entrée d'une sélectivité mais vraiment redoutable. Mais là où ça devient passionnant, c'est quand on regarde l'héritage de cette école. C'est le grand écart absolu. D'un côté, on en parle comme d'une pépinière de talents. Elle a quand même formé de futurs présidents comme Félix Houphouët-Boigny ou Abdoulaye Wade. Mais de l'autre côté, waouh, les critiques sont féroces. Certains intellectuels l'appellent carrément le cimetière de l'intelligence africaine. Pour eux, c'était une école de la soumission, conçue uniquement pour fabriquer des auxiliaires dociles et complètement déconnectés de leur peuple. Allez, troisième partie, l'indépendance et l'héritage. Faisons un grand saut dans le temps. On est en 1960. Le Sénégal vient d'être indépendant, mais il hérite de ce système très lourd, pensé pour d'autres intérêts. À ce moment-là, on a seulement 36% de taux de scolarisation. Le souci, c'est que la priorité absolue du jeune État, c'est pas l'école, c'est l'économie, l'agriculture et l'industrie. Donc, paradoxalement, l'éducation ne reçoit pas de gros investissements au début. Résultat, l'école reste une copie conforme de l'école française, avec exactement les mêmes programmes et les mêmes examens. Et quand on fouille dans les archives, on voit vite les dégâts. L'UNESCO demande d'aller vite vers la scolarisation universelle. L'État sénégalais, pris de court, se met à recruter en urgence ce qu'on appelait des moniteurs. En clair, des jeunes profs formés à la va-vite en quelques mois. Le résultat est immédiat, on se retrouve avec des classes surchargées, des inégalités énormes entre les régions et des taux d'échec qui crèvent le plafond. Essayer de plaquer un vieux système colonial élitiste sur une volonté de scolarisation de masse, forcément, ça a créé des frictions énormes. Quatrième partie, on avance dans le temps, la réforme de 1971. Ces fameuses frictions, elles finissent par exploser avec les grosses grèves étudiantes de mai 68 et 69. L'école est bloquée, le gouvernement doit réagir. Il ponde alors une grande loi d'orientation. Et la nouveauté clé, c'est cette philosophie, enracinement et ouverture. L'idée, c'est de décoloniser les esprits. Ça veut dire quoi concrètement ? Qu'on africanise les cours. L'histoire, la littérature, on arrête de parler uniquement de la France. On se recentre sur le Sénégal, l'Afrique, tout en restant ouvert au monde et aux sciences. Sur le terrain, la grande innovation de 71, c'est l'enseignement moyen pratique, ou EMP. C'est une filière obligatoire de 5 ans pour former des paysans, des pêcheurs, des artisans. L'intention était super bonne, coller enfin aux réalités socio-économiques du pays. Mais dans les faits, ça a bloqué. Il y a une résistance énorme des parents et même des profs. Finalement, après 10 ans d'essais, le projet a été complètement abandonné. Cinquième partie, les États généraux. Bref, les années 70 se terminent sur un bilan franchement mitigé. Et là, boum, 1980. Nouvelle grève monstre des syndicats enseignants. C'est la crise.
Le nouveau président, Abdou Diouf, décide de lancer en 1981 les États généraux de l'éducation. Et de là sort une idée révolutionnaire, l'école nouvelle. On ne parle plus de petites retouches, on veut tout raser et reconstruire. On imagine une école profondément nationale, gratuite, démocratique. Une école laïque, oui, mais qui prend enfin en compte les réalités religieuses et culturelles du pays. Quand on met les deux visions côte à côte, c'est littéralement le jour et la nuit. On passe de l'héritage colonial, qui était ultra sélectif, élitiste et tourné vers l'extérieur, à cette vision de 81, démocratique, de masse, nationale. C'est un changement de cap monumental sur le papier. L'école devait vraiment devenir le moteur de développement fait par et pour les Sénégalais. Mais voilà, on aborde notre 6e et dernière partie, la crise persistante. Parce que oui, les grandes envolées idéologiques, c'est bien beau, mais ça finit toujours par percuter la réalité économique. Regardez ce chiffre. Budget de l'éducation pour 1990-1991, plus de 60 milliards de francs CFA. C'est juste énorme. Pour vous faire une idée, c'est le double du budget de l'armée à l'époque. L'État met vraiment le paquet financièrement. Et pourtant, les écoles manquent de tout. Les infrastructures s'écroulent. Pourquoi ? La réponse tient en un seul pourcentage, 3,2%. C'est le taux de croissance démographique annuel du pays à cette époque. Le nombre d'enfants à scolariser augmente à une vitesse folle. Du coup, vous pouvez injecter tous les milliards que vous voulez, ils sont instantanément engloutis par l'arrivée massive de nouveaux élèves. C'est une équation impossible, les besoins explosent et les caisses de l'État se vident à cause de la crise économique mondiale. Pris à la gorge, l'État n'a d'autre choix que d'accepter les fameux plans d'ajustement structurel. Et comme le montrent très bien les textes de l'époque, c'est la Banque mondiale qui se met à financer l'essentiel de l'éducation. Sauf que ça fait très peur aux observateurs. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que l'État abandonne sa souveraineté éducative à des banquiers internationaux. Le beau rêve de l'école nouvelle passe à la trappe face à la stricte rentabilité comptable. Ce qui nous amène inévitablement à la grande question de fin pour conclure cette analyse. Après 140 ans d'histoire, après avoir survécu à l'assimilation coloniale, après avoir rêvé d'une grande école démocratique, est-ce que l'économie a définitivement tué cette quête de souveraineté ? Cette fameuse école sénégalaise pensée pour son peuple n'est-elle qu'une utopie reportée à l'infini par les problèmes de budget ? C'est une question cruciale qui nous pousse vraiment à réfléchir sur l'avenir de l'éducation en Afrique. Merci d'avoir suivi cette exploration et à très vite.